Bonjour, moi c'est Émilie Brigand. Moi, c'est Adeline Gaden. On est toutes les deux journalistes, passionnées entre autres par la psychologie et par la méditation. Et les podcasts. Et les podcasts. Et notre rencontre avec David Sorin, d'abord en tant qu'homme, puis en tant qu'enseignant en méditation, nous a interrogés, scotchés. Le mec est tellement serein, sympa, drôle, humble, ancré. T'es à côté de lui, t'es apaisé, t'as l'impression qu'il te donne de la lumière. T'as l'impression que t'es assise devant la mer. Alors il fallait qu'on le fasse parler pour percer son mystère. Or, on a découvert qu'il partait de très loin. Il était loin d'avoir les meilleures cartes en main. Abandonné par sa mère, puis adopté, mais confronté à la violence dans son nouveau foyer, on s'est dit que ce parcours semé d'embûches et qui pourtant l'a conduit à une si grande sérénité, méritait d'être raconté. Alors aujourd'hui, on est tous les trois fiers de vous proposer Juste assis devant la mer. Dans chaque podcast, Un bout d'histoire, plus un enseignement sur la psychologie bouddhiste et une pratique de méditation guidée. Je souhaite que ça soit inspirant pour vous. c'est si bien dit. David, l'enfant adopté, embarrassé par ses blessures d'abandon et de violence, s'est longtemps senti seul et égaré, malgré l'amour de sa famille et de sa vie douce au bord de la mer en Bretagne. Après quelques expériences professionnelles qui lui ont permis de découvrir de nouveaux chemins, l'ébénisterie, le service militaire, il décide de voyager, de visiter le monde pour mieux se rencontrer. C'est ce qu'il va nous raconter dans ce 4e épisode de la série de podcasts Juste assis devant la mer. Bonjour, je m'appelle David, je suis un cheminant. J'essaie de marcher dans les traces de Bouddha et j'essaie de transmettre du mieux que je peux, de façon laïque, les enseignements que j'ai reçus de mes maîtres. J'essaie également d'utiliser la psychologie bouddhiste pour accompagner des personnes en difficulté sur leur voie de développement intérieur. Allez, on retourne un peu dans votre enfance encore. On ne l'a pas tout à fait quitté depuis le début de cette série, David. Dans votre enfance, entre l'abandon, l'adoption, une adolescence égarée, il y a eu assez vite finalement l'envie de voyager. À quel moment l'idée est-elle apparue dans votre esprit, mais de manière concrète ? À la fin de l'adolescence et surtout pendant le service militaire, j'avais vraiment envie de vivre ma vie, de vivre mes choix et donc de quitter la France, voilà, que je n'avais jamais quitté auparavant, mis à part mon adoption. Alors j'avais envie de voyager dans le monde, j'avais envie de découvrir d'autres cultures, de découvrir ce qu'étaient les êtres humains. Mais au fil du voyage, je me suis aperçu que j'avais envie de me découvrir moi-même, finalement. C'était vraiment des voyages initiatiques. J'avais envie de me mettre en difficulté, de toucher mes limites, de voir ce qui me plaisait, de me confronter à des modes de vie différents. C'était la curiosité, l'envie d'aventure. Vous avez choisi quelle destination, la première ? La première, c'était le Brésil. Vous en aviez entendu parler ? Pourquoi le Brésil ? Pour l'exotisme, pour l'Amazonie, pour les plages, l'aventure, peut-être les romans que j'ai lus Quel roman ? autrefois. Alors, pas forcément de rapport avec le Brésil, mais j'adorais à cette époque-là Jack London, Jules Verne, et puis tous les écrivains aventuriers d'une manière générale, Kerouac, etc. Donc vous êtes au service militaire et vous vous dites j'ai envie de partir au Brésil. Voilà, c'est ça. Vous en avez les moyens ? Oui, puisque vous gagnez un peu d'argent grâce au service militaire. Ah non, pendant le service militaire, on gagnait presque rien. C'était vraiment ridicule. Du genre 100 ou 200 euros par mois, enfin quelque chose comme ça. Non, j'ai travaillé. J'ai travaillé en sortant du service militaire. J'ai travaillé intensément pendant plusieurs mois. Donc vous avez repris l'ébénisterie ? Voilà, je fabriquais des meubles, mais à mon compte. Déjà à mon compte. C'est-à-dire que vous êtes passé de employé à militaire à vous mettez à votre compte en vue
de vous payer un voyage au Brésil. Voilà. Et vous aviez l'idée de partir au Brésil et d'y rester, de faire ébéniste là-bas? Non, pas du tout. Non, j'avais envie de visiter différents pays dans le monde et là, le Brésil, c'était le premier. Mais il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres par la suite. Vous avez voyagé dans votre enfance avec vos parents? Non, pas du tout. Non. On était plutôt modestes financièrement. Donc on allait toujours dans le même lieu de vacances en Normandie, nulle part ailleurs. Au Brésil, il y a la mer aussi. Oui, et quelle mer! Waouh! Les plages au sud et au nord de Rio, Salvador de Bahia, Recife, Belém, l'Amazonie. Ouais, c'est un pays extraordinaire. Vous étiez quel genre de touriste? Vous aviez 19 ans? 20 ans, oui, je pense. Ouais. Un Quel tou- genre de touriste? Un touriste curieux qui essayait d'entrer en contact avec les gens, avec ma maladresse de l'époque, ma timidité. Vous êtes parti avec votre sac à dos? Oui, c'est ça, oui. Ouais, tout Juste- seul. Tout seul, oui. Mais j'ai rencontré des gens là-bas. C'est ce qui était extraordinaire, de rencontrer toutes sortes de personnes, des étrangers ou des Brésiliens, voilà, de discuter avec eux, de confronter nos points de vue. Je me souviens avoir passé quelques temps avec un journaliste à Salvador de Bahia, son idole c'était Che Guevara. Alors on discutait. Voilà, Vous parliez quelle d'idéologie. langue? Moi je parlais espagnol, juste l'espagnol scolaire, et puis je baragouinais plus ou moins brésilien avec les gens, et puis un peu d'anglais. Voilà, on arrivait à se débrouiller avec ça finalement. Donc vous êtes ce touriste avec son sac à dos, Mm. en quête de beaux paysages, mais aussi de rencontres. Oui. Vous faites des rencontres décisives à ce moment-là? Au Brésil, non, pas vraiment. Mais ce que j'ai rencontré, c'est la liberté, l'apprentissage du voyage, comme routard, comme on disait à l'époque, et puis l'apprentissage de toutes sortes d'astuces qui permettent de voyager en toute sécurité, parce que c'est quand même un enjeu au Brésil. Et le goût de l'aventure, voilà, le goût de ne pas savoir où j'allais, le goût de me perdre, de rencontrer des gens différents, de discuter avec eux, de voir qu'il y avait d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre. Vous avez dit le goût de me perdre. Vous avez amené au Brésil cet égarement? Vous étiez un touriste égaré mais heureux. J'ai l'impression peut-être. Oui, on peut dire ça comme ça. Égaré et heureux, et j'y trouvais mon compte. Il y a un changement qui se produit à ce moment-là. Vous touchez à la joie, vous touchez à des émotions positives, plus positives que celles avec lesquelles vous cohabitiez jusque-là. Oui, quand même, oui, il y a eu beaucoup de joie, il y a eu... Ouais. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de quelques très chouettes fêtes. Ils ont vraiment le sens de la fête au Brésil, très différent de ce que j'ai connu dans ma famille, dans mon village breton. Il ressemble à quoi le David Saurin qui fait la fête? Maladroit. Il est très maladroit. Ça revient, c'est la maladresse. Il ne sait pas faire du tout. Il a les C'est-à-dire, 2 pieds dans le même sabot. Il ne sait pas, quoi. Il n'a jamais vécu ça. il danse? Surtout pas, non. Il faut à tout prix éviter. Ça a au moins l'avantage de faire rire les gens quand j'essaie de danser. Mais non, c'est surtout la maladresse. Je suis pas du tout quelqu'un de festif, en fait. Vous buvez? De l'alcool? Non, Mhm. pas du tout. Non, À cette époque-là non plus. non, j'ai toujours considéré l'alcool comme un... Voilà, je m'en excuse pour ceux qui aiment ça, mais comme un poison. Je considère que ça, voilà, ça pollue l'esprit, c'est pas utile, c'est pas un aliment utile. Quelle sagesse déjà à 19 ans, 20 ans? Peut-être. Elle était là, non? Un petit peu, quelque part. C'est karmique. Quand vous me décrivez le touriste que vous étiez, je vous sens à la fois un touriste égaré, à la fois un touriste curieux et un touriste aussi observateur finalement, parce que vous me parlez de fête. Je vous vois comme spectateur de la fête. Oui, j'observais beaucoup, c'est vrai. Aujourd'hui encore, j'observe beaucoup. J'aime beaucoup contempler, observer, regarder. Oui. Shakespeare disait « Le monde entier est un théâtre, les hommes, les femmes ne sont que des acteurs Mhm. ». Ça vous parle?
Oui, en effet, nous jouons des rôles, nous créons des personnages, nous sommes des personnages, alors qu'il y a au fond de chacun d'entre nous une nature de Bouddha, une nature pure, et bien, par toutes sortes de mouvements d'ego, d'autopréoccupation, on se crée un personnage. Alors, ce personnage-là a besoin de se défendre, ce personnage a peur, il se sent attaqué, il se sent humilié, rejeté, et il a besoin de se protéger, de se défendre, d'attirer à lui des conditions favorables et de rejeter tout ce qui peut le menacer. Et voilà, moi comme tout le monde, j'ai fait ça autrefois. Quand vous me décrivez ce voyage, j'ai l'impression que vous me parlez d'un rêve. Comme si, à l'époque, vous le viviez avec distance, et en même temps, comme si aujourd'hui, ça n'était plus qu'une chimère. C'est ça la mémoire ? Oui, on peut dire ça comme ça, la mémoire, c'est une information, mais c'est assez trompeur. Il y a une petite subtilité qui mérite une tentative d'explication. On a l'impression qu'on se souvient de souvenirs passés, on se souvient du passé. On a vraiment l'impression qu'il y a des événements qui se sont produits et qu'on s'en souvient. Donc, au moment où on relate une histoire, on a l'impression qu'on se connecte aux faits passés et qu'on raconte ce qui se trouve dans notre mémoire. Et c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. On pourrait dire que on recompose une image à partir de fragments de mémoire et à partir de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est vraiment intéressant ça. L'autre jour, dans un groupe de méditants, on a fait une expérience. Je leur ai proposé de se souvenir d'un moment joyeux avec un de leurs ex, ou une de leurs ex. Alors, bien sûr, ils ont passé des moments joyeux avec leurs ex, et pourtant, aucun d'entre eux n'était capable de ressentir la joie de ce moment-là, parce que la relation s'était mal terminée. Donc ça prouve que la mémoire est une recomposition entre ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous avons vécu autrefois, du moins les fragments qu'il en reste en mémoire. En tout cas, ce n'est plus... ce n'est pas exact. Voilà, la mémoire, c'est pas exact. c'est une chimère, on peut dire que c'est une chimère. Si on écrivait votre vie dans une pièce de théâtre, on mettrait quoi au début ? David, deux points. L'explorateur. J'explorais, mais sans trop m'impliquer, sans trop me mouiller, sans savoir comment faire, sans savoir comment entrer en relation avec les gens, finalement. En tant que... Et avec une certaine distance. Avec une certaine distance, oui, c'est certain. Oui. Donc vous étiez déjà un touriste spirituel. Oui, quelque part. Mais je ne le savais pas encore. C'est plus tard, avec les voyages en Inde et au Népal, que ça se révélera vraiment. Qu'est-ce que vous avez choisi aujourd'hui de garder de ce premier voyage au Brésil ? L'apprentissage, apprendre à voyager, et le goût du voyage, le goût de la route, de marcher, de ne pas savoir où j'allais. Ouais, c'était l'apprentissage de la route, vraiment. Ça s'est terminé comment ? Je suis rentré avec l'envie de repartir, de repartir ailleurs. De repartir où ? Je sais pas, je ne savais pas vraiment où j'allais. Je suis parti en stop à partir de la Bretagne. Voilà, j'ai pris le bateau pour sortir de ma presqu'île avec mon sac à dos. J'ai embrassé ma mère qui pleurait beaucoup, mais je la comprends. J'aurais été très inquiet à sa place. Et à Lorient, je me suis mis au bord de la route, le pouce levé, et je suis parti vers le sud. Vers le sud de la France ? Non, le sud du monde. Le sud du monde. Voilà. Et donc... Qu'est-ce qu'il y avait au sud du monde ? Je ne savais pas. Alors, je suis descendu vers l'Espagne, le Portugal, j'ai fait de très belles rencontres. Et puis, je me suis retrouvé en Afrique, voilà, au Maroc, au Sahara occidental, en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso. Tout ça à pied, vous avez fait ? Vous n'avez pas pris l'avion ? Non, je ne prenais pas l'avion du tout. Non, j'avais très peu d'argent. Je voyageais en stop. Je dormais chez les gens, ou dans des granges, ou dans les bacs à sable des écoles. C'est très pratique, les bacs à sable des écoles, parce qu'il y a un préau. Dans le sable, on dort assez bien, en fait. Ou alors sous les barques. Sur la plage, sous les barques.
On dort bien, là aussi, on est tranquille, sauf quand les pêcheurs arrivent à 5h du matin. Chose qui arrive. Et ça sent un peu le poisson, non? Un petit peu. C'est pas grave, vous étiez habitué. Je crois que j'aimais ça. Donc c'était vraiment une vie de vagabond, mais j'adorais ça en fait. Je prenais toujours des précautions pour éviter de me mettre en danger, mais c'était une vie de vagabond, de rencontres, d'aventures, d'égarements aussi. Mais au travers de cet égarement, je pense que petit à petit, tout doucement, je me connaissais mieux. C'est peut-être ça, grandir, c'est quitter le nid et puis se construire tout seul. On peut dire ça, oui. Presque tout seul. Parce qu'il y a les autres quand même. Oui, j'ai fait beaucoup de rencontres. Une rencontre mémorable entre le Brésil ou l'Afrique. Une seule. Alors j'ai rencontré une ethnologue au Burkina Faso et on a voyagé ensemble au Mali, chez les Sénoufos, au pays d'Ogon. Donc elle m'a montré des choses que peu de gens connaissent. Ça m'a permis de discuter avec des ethnologues qui vivaient là, dans ces ethnies, et puis d'essayer de comprendre leur mode de vie qui était très différent du nôtre. Donc au pays d'Ogon, avec cet ethnologue, et puis avec un autre ethnologue qu'on appelait l'homme bière, parce qu'il étudiait la signification de la bière de mille dans la culture et dans la spiritualité d'Ogon. Ça m'a permis de percevoir qu'il y avait d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre les relations hommes-femmes, d'autres cosmologies, d'autres façons de vivre la démocratie, la justice, d'autres façons de répartir les rôles sociaux et les métiers dans une communauté. Est-ce que ça vous a donné envie d'être ethnologue ou politicien? Ça aurait pu vous donner cette envie-là, parce qu'on sent chez vous la curiosité, le sens de l'observation, de l'analyse, l'envie aussi de comprendre et peut-être presque de changer le monde. Vous en parliez dans un épisode précédent du fait que vous aviez été au début de votre vie dans le faire, dans l'envie de changer le monde, parce que le monde tel qu'il était vous inquiétait un peu. Vous disiez même que vous ne vous sentiez pas à votre place dans ce monde. Là, ça vous permet de trouver des systèmes, des sociétés dans lesquelles vous vous sentez mieux, ou vous êtes toujours dans un projet plutôt d'observation et de changement? Non, j'étais plutôt dans une démarche d'observation, en effet. J'observais des choses vraiment intéressantes. En revenant en France, c'est vrai que j'ai hésité à démarrer des études d'ethnologie. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Par exemple, le système politique traditionnel d'Ogon, dans lequel les dirigeants ne se présentent pas, ils ne sont pas candidats en fait. On n'est pas candidat pour diriger une communauté d'Ogon. Simplement, on est choisi par la communauté. Et quand on est choisi, on devient responsable de la communauté. Si par exemple la disette survient, c'est-à-dire la soudure, le moment pendant lequel les greniers à mil sont vides, entre l'ancienne et la nouvelle récolte, si les greniers à mil sont vides, eh bien c'est le dirigeant qui va se sacrifier jusqu'au dernier moment pour nourrir les autres. C'est son grenier qui va se vider en premier. Il est vraiment au service de la communauté, et non pas comme un prince qui dirigerait une communauté de sujets. Voilà, c'est pas des sujets. L'amour entre un homme et une femme, tel que je l'imaginais en France, n'est absolument pas une réalité absolue, universelle. C'est vécu de façon très différente dans d'autres cultures. La liberté individuelle, qui était pour moi une valeur absolue, indiscutable, ben non, en fait, c'est pas du tout comme ça. Dans d'autres cultures, la liberté individuelle, c'est quelque chose de très différent. Ça vous a rassuré de voir toutes ces différences, toute la richesse des fonctionnements dans le monde? Rassuré, peut-être dans le sens où je me disais tout est possible. Mais où se trouve l'absolu? J'étais en quête d'absolu. Puisque tellement de diversité existe dans les façons de penser, dans les façons de vivre dans le monde, alors où se trouve l'absolu? Est-ce qu'il y a quelque chose d'ultime? Vous revenez avec pas mal de questions. Oui. Sans réponse, mais des questions qui vous ouvrent l'esprit. Voilà, c'est ça. Avec
l'enthousiasme, l'envie de découvrir, la curiosité. Qui a décuplé finalement. Oui, Donc envie de Oui. continuer de voyager. voilà, c'est ça. Oui. Pour financer vos autres voyages, vous reprenez un boulot, Ouais. ébéniste toujours ou autre chose? Oui, j'ai repris l'ébénisterie et puis là, je me suis dit que j'avais besoin d'être reconnu. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette clairvoyance-là? Alors, j'appellerais pas ça de la clairvoyance, j'étais plutôt... Cette conscience-là? Oui, ce besoin. Voilà, ce besoin. En tout cas, j'ai eu besoin à un moment donné d'être reconnu, de reconnaître ma valeur dans le regard des autres. Je me sentais mal toujours à cette époque-là. J'avais envie de découvrir, envie d'apprendre. Mais il y avait quand même... Les casseroles derrière. il y a les casseroles. Ouais. C'est marrant qu'on parle de casseroles. Je me souviens avoir écrit sur mon carnet de voyage en partant en Afrique, j'ai au ventre une soupe amère. Voilà, j'avais écrit ça comme ça. Il y avait de l'amertume, il y avait de l'insatisfaction, de l'aigreur. En tout cas, je me suis dit, ouais, il faut que je fasse un métier dans lequel je gagne davantage d'argent, un métier dans lequel je sois reconnu. Et puis, c'était l'époque de Bernard Tapie. Alors, je me suis dit, ouais, oui, allons de l'avant, avec enthousiasme. Alors, je me suis inscrit dans une formation pour être technico-commercial, pour utiliser mes compétences techniques et essayer de me mettre en difficulté un peu parce que j'étais un peu timide, un peu maladroit dans mes relations. Donc, j'ai appris ce métier dans lequel j'associais mes compétences techniques et l'envie de m'ouvrir aux autres. Ça a pas mal fonctionné, je n'étais pas si mauvais, étrangement. Finalement, ce que vous en tirez, c'est... J'ai découvert à travers ces voyages que j'étais maladroit, que j'étais timide, et je veux aller travailler ça. Oui, en quelque sorte. Même si je dois en payer le prix de m'enfermer dans un boulot dans lequel je voyage pas des masses finalement. Je voyageais beaucoup. Ah oui? Je voyageais dans toute la France, en voiture. Alors j'avais la voiture de fonction, j'avais un ordinateur à l'époque, j'avais un téléphone portable. Waouh! Vous en avez toujours? Oui, mais à l'époque c'était une petite valise en fait. Ah. On posait ça sur la table du restaurant, puis il y avait un combiné posé dessus avec un fil en spirale. Et Ça faisait important quand même. Ah oui, oui, j'avais l'impression d'être quelqu'un d'important là. Waouh, c'était étonnant pour moi, le petit gars de la presqu'île bretonne qui pouvait être reconnu, voilà, avoir une certaine importance. Mais encore une fois, je voyais ça comme du théâtre. Je jouais un nouveau rôle en fait, le rôle du monsieur avec une cravate. Donc vous passez du touriste spirituel au rôle du monsieur important avec sa cravate et sa valise. Oui, voilà. Et avec le recul, c'était la continuité de l'exploration de moi-même, Ouais. voir ce dont j'avais envie. Et au bout de 2 ans, je me suis aperçu que c'était pas du tout pour moi. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Pourquoi est-ce que j'essaie de jouer ce rôle alors que ça me ressemble pas du tout? Ça fait rien, j'ai appris beaucoup de choses pendant cette période. Ça a été très chouette. On sent quand même un épanouissement à partir des premiers voyages. Oui, il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué. Je me suis aperçu que tout était possible, que je pouvais faire de ma vie ce que j'avais envie. Il n'y a pas de peur. À partir du premier voyage, il n'y a pas de peur. On peut imaginer qu'un ado de 19-20 ans qui part sac à dos sur le dos, justement, et puis ensuite qui se reconvertit en technicien commercial, peut trimballer avec lui de la peur. Mais dans votre récit, je n'ai pas l'impression qu'elle ait eu de la place dans ces bagages-là. Effectivement, il y avait peu de peur. Je connaissais assez peu ce sentiment de peur. Et puis, c'était compensé par la curiosité, l'enthousiasme, l'envie de découvrir. Il y avait vraiment cette énergie positive là, d'aller de l'avant, d'aller vers les autres. Et l'envie de fuir aussi? Oui, l'envie de fuir, oui. J'avais envie de me fuir finalement, ou de me chercher. Voilà, on dira comme on veut. Et j'avais aussi cette idée étrange que j'étais déjà mort étant enfant et que je n'avais plus rien à perdre. Waouh! C'est étrange, non? Alors, j'avais aucune peur
de voyager ou de me mettre en difficulté. Vraiment aucune. C'est comme si j'avais rien à perdre en fait. Donc ce sont des antidotes à la peur que vous pouvez par exemple travailler avec vos clients, patients, je ne sais pas comment on dit. Alors pas exactement. Avec les enseignements de Bouddha et la création de différents protocoles face à l'anxiété ou à la peur, j'ai un petit peu organisé tout ça quand même. On peut dire que la peur, à l'origine, c'est un esprit incontrôlé. Donc ça survient malgré nous. C'est un phénomène émotionnel, on peut dire. Archaïque, ça peut être salvateur d'avoir peur Oui, aussi. oui, on peut dire d'une certaine manière qu'il y a des bonnes peurs, oui, celles qui vont nous permettre d'échapper à une voiture ou à un animal méchant ou à une agression. Oui, en effet, on peut dire qu'il y a des bonnes peurs. Mais la plupart du temps, nos peurs sont d'abord des anxiétés, c'est-à-dire la projection dans l'avenir d'une crainte un peu nébuleuse. Beaucoup plus rarement, c'est la peur d'une menace imminente. C'est particulier à l'humain, ça, et à l'esprit humain finalement. L'anxiété, oui. On projette une situation menaçante. Notre esprit crée une peur, en fait, en se projetant dans l'avenir. À partir de là, le corps y croit, à travers notre corps énergétique, notre corps physique ressent des sensations émotionnelles, par exemple le ventre noué, souffle court, la gorge serrée, et voilà, ça crée ce qu'on peut appeler l'anxiété. Donc en thérapie par la méditation, par exemple, on va apprendre à s'installer dans l'instant présent, à ne plus croire nos projections à venir, à ne plus imaginer le pire. Et est-ce qu'on peut apprendre à projeter le meilleur? Ça fait partie de la psychologie bouddhiste ou au contraire on apprend à ne rien projeter du tout? En même temps, pour voyager par exemple, que ce soit un voyage spirituel ou un voyage concret, il faut bien se projeter un minimum. On peut tout à fait planifier, organiser, projeter dans l'avenir, mais avec sagesse, avec discernement, avec des états d'esprit positifs. Donc, en psychologie bouddhiste, on ne va pas tellement se projeter dans quelque chose de positif, on va surtout, dans le moment présent, consacrer notre énergie à développer des états d'esprit positifs. Donc des états d'esprit plus que des projections. C'est intéressant de faire la différence. Oui, c'est ça, oui. Des états d'esprit positifs, là, maintenant, et on sait qu'ils nous seront utiles tout au long du chemin. Ça sera la générosité, la patience, l'acceptation patiente, l'éthique, l'effort joyeux, l'enthousiasme, la concentration, la sagesse, la compassion, l'amour, etc. Donc on fait grandir en nous, on cultive en nous ces états d'esprit positifs et on sait que ça nous sera utile tout au long du chemin. C'est la meilleure approche possible face à l'avenir. Est-ce que le courage, c'est un état d'esprit positif? Oui. Est-ce que c'est une antidote à la peur dans la psychologie bouddhiste? Ou est-ce que ça c'est typiquement occidental comme vision? Le courage, c'est faire avec la peur, il faut être courageux. Non, c'est vrai qu'en psychologie bouddhiste, il y a quelque chose de cet ordre-là. On pourrait parler de vaillance peut-être. J'aime bien le mot vaillance plutôt que courage, c'est-à-dire être prêt à se coltiner avec les difficultés. Je pense surtout à nos difficultés intérieures, à nos états d'esprit négatifs, à nos peurs par exemple. Il y a en nous des peurs, sommes-nous prêts à les rencontrer? Sommes-nous prêts à les visiter, à les ressentir? Voilà, vraiment à ressentir la peur en étant pleinement conscience de tous les phénomènes associés à cela et à la laisser se dissoudre d'elle-même comme une illusion. Parce que finalement, ce sont des phénomènes illusoires qui se passent en nous. Ça, c'est vraiment très intéressant en psychologie bouddhiste. Se confronter à la peur, la ressentir, s'autoriser à la ressentir, libérer l'émotion négative et contempler son aspect totalement illusoire. Là, vraiment, il y a une libération. Ça, vous l'avez ressenti quand, pour la première fois? Dans vos voyages postérieurs? Oui, dans les voyages postérieurs, quand j'ai découvert les enseignements de Bouddha. À l'époque, j'étais juste envahi par mes émotions et je ne savais pas quoi en faire. C'est tout. On va travailler justement sur cette émotion de la peur qui empêche beaucoup de monde d'avancer, qui empêche beaucoup de gens
partir en voyage intérieur, comme d'ailleurs en voyage géographique, je ne sais pas si on dit comme ça, et qui est un réel frein, un frein fondamental, même si encore une fois, on l'a dit, la peur peut servir dans certaines situations quand c'est une peur En effet. adaptée. C'est d'ailleurs sur la peur, David, que vous allez nous proposer une pratique dans quelques instants. Oui, et il faut que je vous l'explique parce qu'elle est assez subtile. Il va s'agir d'aller rencontrer notre peur, de la ressentir, de nous autoriser à la ressentir. Donc nous allons visualiser une chose précise, une situation précise qui nous fait peur. Ça peut être quelque chose de passé, de présent ou d'avenir. Lorsque nous allons visualiser cela en détail, on prend le temps de le faire vraiment, notre corps en général va réagir. C'est-à-dire qu'on va peut-être ressentir des sensations de peur dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge, au niveau du visage ou des mains. Il y a comme une tension, une agitation intérieure. Et là, il s'agit de considérer cela comme un phénomène naturel, normal, qui nous traverse. On n'a pas besoin d'avoir peur de ces sensations. C'est pas grave. Donc on dit qu'on va accueillir en pleine conscience cette émotion de peur. On considère cela comme des phénomènes qui ne sont pas nous. Nous ne sommes pas ces phénomènes-là. C'est juste des phénomènes météorologiques qui traversent le vaste ciel de notre esprit. Donc ils ne sont pas méchants, et ils ne peuvent pas détruire le ciel. Ensuite, on va utiliser la respiration pour abandonner les pensées, on abandonne la situation extérieure, et on porte vraiment notre attention avec une sorte de tendresse vers l'émotion elle-même. On respire et on la laisse se libérer d'elle-même sans la chasser, sans la refouler. Autrement dit, on s'autorise à la vivre sans en avoir peur et on la libère grâce à la respiration. Donc là, vous venez de nous livrer les instructions préalables à la petite pratique sur la peur que vous allez nous proposer dans quelques instants. Merci David pour ce nouvel échange de tranches de vie et puis pour cette future pratique. Merci beaucoup Émilie. Le prochain épisode de la série Juste assis devant la mer sera consacré au voyage spirituel que vous avez entamé en même temps que vos autres voyages en Asie par exemple ou en Inde. Ouais. Et sur comment vous êtes passé de touriste spirituel à cheminant spirituel, ce qui est une notion importante pour vous. Ce sera avec ma collaboratrice Adeline Gaden. Merci beaucoup, Émilie. Et on se retrouve pour la pratique. Bien. Lorsque vous avez choisi la peur que vous allez accueillir dans quelques instants, une peur qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vivre votre propre vie, qui vous empêche d'aller de l'avant, peut-être une peur qui vous limite finalement. Et lorsque vous avez choisi cette peur, je vous propose de développer la vaillance et l'envie de la visiter, de la ressentir en vous. Autrement dit, l'envie de ne plus avoir peur de la peur. Nous pouvons alors nous installer dans une posture propice à la méditation, le dos bien droit, les pieds à plat sur le sol, et les mains simplement déposées sur les cuisses. Nous pouvons nous grandir par le sommet de la tête. Nous pouvons, en commençant par le cuir chevelu, laisser chaque partie de notre corps se détendre. Le visage, mâchoire, épaules, bras, jambes, tout peut se détendre en profondeur. Nous relâchons le ventre et le diaphragme et nous pouvons laisser le souffle s'approfondir dans la poitrine.
Puis nous pouvons laisser venir à notre esprit la situation qui nous fait peur en voyant les images, les lieux, les personnes, les situations. Nous pouvons alors abandonner la situation et tourner notre attention vers l'émotion elle-même en ressentant dans notre corps les sensations émotionnelles. Le ventre, la poitrine, la gorge, le visage. Toute sensation est intéressante. Sur chaque expiration, nous pouvons abandonner les pensées. Nous n'en avons plus besoin. Et sur chaque inspiration, nous pouvons envelopper cette émotion de peur avec de la tendresse très douce. Sur chaque inspiration, nous prenons soin de cette peur. Posons notre attention sur le souffle à l'entrée des narines et nous essayons de demeurer attentifs à cette sensation à chaque instant. Laissons l'émotion de peur se libérer d'elle-même. Nous pouvons à nouveau observer nos sensations corporelles qui sont peut-être différentes ou peut-être même ont-elles disparu. Pour terminer, nous pouvons nous réjouir d'avoir accueilli cette peur, d'en avoir pris soin. Et tout doucement, nous pouvons sortir de la pratique.